Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres ici Télévision Madame Lorraine Palardy, membre fondateur de l'organisme Les Impatients. Madame Palardy veille au développement de la fondation depuis longtemps et sa principale action vise justement à faire connaître les impatients et démystifier les problèmes de santé mentale auprès du grand public. Elle présente de nombreuses conférences et des colloques et des congrès concernant l'apport de l'art dans la thérapie. L'organisme des Impatients célèbre en cette année ses 30 années d'existence. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Lorraine, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci à vous. Ça fait plaisir de vous accueillir. On va commencer d'abord par l'organisme les Impatients. Bon, vous abordez tout ce qui a trait à la santé mentale. C'est votre mandat, on va dire, général, mais vous donnez encore des ateliers en ce qui a trait à la santé mentale. Mais surtout, vous abordez ce créneau-là, ce volet de l'art-thérapie. Voulez-vous nous dire quelques mots sur ce que c'est que l'art-thérapie et votre rapport justement par rapport à ce volet? Juste une petite précision, justement, c'est que les impatients qui œuvrent depuis 30 ans déjà principalement, ont des activités, on dirait, plus d'art thérapeutique que d'art-thérapie. Puisque, si vous voulez faire une petite différence, c'est que les ateliers, chez nous, les patients qui viennent ou les impatients qui fréquentent les ateliers, viennent pas nécessairement faire une thérapie conventionnelle. Donc, il n'y a pas de plan de soins. Il n'y a pas de suivi thérapeutique autre que le suivi que les impatients eux-mêmes veulent bien faire avec eux-mêmes, avec ce qu'ils entreprennent comme dessin, qu'ils entreprennent comme activité thérapeutique, si vous voulez. Alors, c'est la différence entre d'autres ateliers qui font plus d'ateliers d'art-thérapie conventionnels. Et donc, là, si je veux parler de thérapie, il va falloir que je dise, bon, je vais rencontrer un focus group qui va parler de l'art-thérapie, mais pas de l'art thérapeutique, c'est bien ça? C'est-à-dire que si vous voulez avoir une thérapie personnelle ou une thérapie et que vous voulez parler de vos problèmes à travers la parole ou à travers d'autres médiums avec un thérapeute, vous êtes mieux d'aller dans des ateliers qui font vraiment de l'art-thérapie. Chez nous, voilà. Vous savez, le moyen d'expression, c'est l'art. Alors, vous allez parler aussi, si vous voulez, de vos problèmes, mais vous allez parler aussi de vos envies, de vos joies, de vos peines, et vous allez avoir une rencontre sociale qui va faire en sorte que vous allez sortir de l'isolement, et ce qui va vous donner aussi, ce qui donne des effets thérapeutiques. Donc, l'effet thérapeutique est là également, mais pas tout à fait de la même façon. Excellent. Là, vous parlez de ce médium. Le médium, c'est l'art. C'est l'art en général. En parlant d'art, est-ce que je dois comprendre qu'on parle d'art visuel, de musique ou d'écriture? C'est quoi votre focus, justement? Alors, c'est principalement, je dirais, c'est de l'art visuel. Maintenant, c'est aussi, depuis quelques années déjà, on a diversifié beaucoup depuis que moi, je suis la fondatrice, mais je ne suis plus aux opérations. C'est mon fils qui a pris la direction et il a diversifié beaucoup les activités. Donc, il y a des activités qui existaient déjà, mais qui sont multipliées, c'est-à-dire des activités de musique, des activités de bande dessinée, des activités d'expression en 3 dimensions. Si vous voulez, il y a des activités différentes de danse, de théâtre, de poésie. Tout ça vient s'ajouter aux activités régulières des impatients qui sont centrés davantage sur l'art visuel. Et des ateliers d'autogestion, vivre avec... Est-ce que vous vous projetez au niveau de ces ateliers d'autogestion, justement? Pas vraiment. Ça dépend ce que vous entendez par autogestion, parce que ce qu'on appelle plus, si vous voulez, on est dans la foulée si vous voulez, on essaie beaucoup de travailler avec les autres personnes qui sont en santé mentale et qui accompagnent les impatients, si vous voulez, mais est-ce que les impatients sont capables, eux, de gérer leurs propres problèmes? Est-ce que c'est de l'autogestion dans ce sens-là? Oui, parce qu'on donne le pouvoir, c'est l'empowerment, si vous voulez, on donne le pouvoir aux patients, justement, de travailler dans ce sens-là. On le fait depuis déjà le début, puisqu'on a toujours
penser que les personnes qui venaient aux ateliers, justement, ce n'étaient pas des maladies. Ce pas des personnes qui sont malades, mais ce sont des personnes à part entière qui ont quelque chose à dire, qui sont capables de s'exprimer par eux-mêmes et qui sont capables de prendre possession de leur vie en même temps que de leurs soins, si vous voulez. Alors, ces accompagnements, est-ce que ces personnes-là qui viennent justement, ils sont accompagnés par des psychologues, des psychothérapeutes? Non. Les personnes qui viennent de façon libre, premièrement. Elles sont référées par des personnes qui sont soit des art thérapeutes, soit elles sont référées surtout, disons, par le travailleur social ou le médecin qui lui dit tu peux essayer d'aller faire un tour aux impatients pour voir si ça va te faire du bien. Alors, c'est vraiment... la liberté est vraiment dans le cœur de l'action des impatients. Si vous voulez, on peut même appeler ça la liberté thérapeutique, puisqu'ils viennent de leur propre choix. Ils ont, comme je vous dis, pas nécessairement de plan de soins. Ils ne sont pas obligés non plus ni de rester, ni de partir au bout de 3 mois si ça va mieux. Donc, il y a cette liberté-là qui fait partie inhérente de la philosophie des impatients. Excellent. Question d'ordre général peut-être, Lorraine. Que peut-on dire justement sur le rôle de l'art-thérapie, on va dire en général, sur le développement personnel des individus? Que pouvez-vous nous dire justement sur ça? Écoutez, je peux parler juste sur le plan personnel, par exemple. Moi, je peux dire que l'art est un soutien dans la vie de tous les jours. Je pense que l'art devient... Et j'espère, en tout cas pour les impatients, pour ceux qui fréquentent les ateliers, une porte d'entrée vers la guérison, un espoir. Voilà. Je pense que l'art suspend temporairement le tragique de l'existence. C'est un grand philosophe qui a dit ça, mais je pense que c'est très vrai aux impatients, puisque quand tu as cette activité-là, soit que tu la pratiques ou que tu vas voir un concert, par exemple, c'est pas toi qui la pratique, mais tu as déjà des bienfaits qu'on peut voir, nous, dans le quotidien. Alors, je pense qu'aux impatients, soit faire de la musique ou dessiner ou faire de la bande dessinée, c'est des activités qui sont vraiment thérapeutiques en soi et ça change la notion, je pense, de la souffrance. La souffrance devient s'amoindrit, je l'espère en tout cas. Elle s'atténue, parfait. Bon, on va faire une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes. Lorraine Palardy, c'est notre invitée d'aujourd'hui, membre fondateur de l'organisme Les Impatients. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. On parle d'art-thérapie, de tout ce qui a rapport avec le recours à l'art aussi, et de tout ce qui a rapport avec la guérison par l'art, c'est par la musique, par tout ce qui est créativité artistique et son apport à tous les êtres humains là, sur Terre. On parle donc justement à ce propos avec Madame Lorraine Palardy, membre fondateur de l'organisme Les Impatients, qui fête ses 30 années. Alors, 30 années, on va dire, d'existence. Bon, là, j'ose présumer qu'il y a eu beaucoup de réalisations. On va vous laisser vous exprimer à ce niveau, Madame Palardy. Qu'est-ce qui a été fait, justement? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de réalisations dans le sens que la Fondation Les Impatients sont partis. La Fondation a démarré dans un sous-sol à Montréal-Est avec une quinzaine de personnes qui avaient envie d'avoir cette approche-là, de participer à ce projet-là qui était un projet d'art pour s'exprimer. Et l'idée première, c'est qu'à l'époque, je pense que ce qui était important, c'est moi, j'avais été mis en contact avec des gens qui fréquentaient l'hôpital Louis H. Lafontaine et j'avais vu le potentiel créateur énorme de ces personnes-là, qui n'étaient pas justement des patients, mais des gens qui étaient de grands créateurs. Alors, c'est un peu comme ça, avec d'autres personnes, naturellement, que la Fondation a démarré ses activités et est née. Et c'est un tout petit projet qui maintenant devient de plus en plus,
qui est un grand projet, je dirais un petit projet, mais qui était grand dans ses espoirs et dans ses ambitions de sortir la maladie mentale, ce que j'appellerais presque, pour donner une image, des sous-sols désaffectés des églises à ce moment-là. Parce que à l'époque, la maladie mentale est encore plus tabou qu'elle l'est aujourd'hui. Ça l'est encore, mais beaucoup moins. Je pense qu'il fallait... On a contribué, je pense bien modestement, les impatients, mais à donner, je dirais, un espoir et à donner aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale un statut autre que de malade mental. Ah, on leur a donné un statut de créateurs, de personnes qui ont un potentiel énorme. On les a reconnus modestement, je le dis encore une autre fois, mais je pense qu'on a été un des premiers à reconnaître ce potentiel-là et à mettre sur la place publique des personnes, comme les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, comme les impatients, en cohabitation et en collaboration avec les artistes professionnels. Et je dois dire que grâce peut-être à ma vie passée, puisque j'ai eu une galerie d'art pendant des années, pendant 15 ans, j'ai pu au départ... amener avec moi un bassin d'artistes professionnels qui ont tout de suite supporté la cause des impatients, supporté et qui se sont beaucoup identifiés aux personnes. Donc, la différence, là, les premières expositions qu'on faisait, justement, côte à côte, où il y avait un impatient et des grands artistes qui exposaient à côté, personne ne voyait la différence. Donc, ça a contribué, je dirais, de façon... On illustre là, naturellement, ça c'est fait, mais toujours avec un accompagnement aussi dans les ateliers avec des personnes compétentes. Je pense que c'est important de dire que le travail en atelier est important, mais le travail en atelier est très important avec les personnes qui sont justement soit des art thérapeutes ou des intervenants en santé mentale, mais presque toujours des artistes aussi. Et la deuxième phase, c'est de montrer ce travail-là. Cette double mission-là, je pense, a permis de se rendre à aujourd'hui, après 30 ans d'existence, où il y a, je dirais, pour vous en citer, 22 sites, 850 participants par semaine et qu'on est dans 14 villes. Oh, mais c'est un grand travail. Juste les projets phares qui ont caractérisé l'itinéraire, le cheminement des impatients. Pouvez-vous nous en citer quelques projets phares qui étaient marquants, justement? C'est une belle question parce que, en réfléchissant avec vous, là, je pense que le projet peut-être qui a plus défini la vocation publique des impatients et la reconnaissance publique, c'est l'exposition Par le mois d'amour, qui a démarré Par le mois d'amour. Par le mois d'amour, qui a fêté, je pense, c'est son 25e anniversaire l'année passée, quelque chose comme ça, là, peut-être que je me trompe d'une année ou deux, mais et cette exposition-là qui regroupe justement des artistes professionnels et des impatients au profit des impatients, qui est une exposition avec un encan à la fin, a permis d'identifier les impatients autant dans le milieu culturel que dans le milieu de la santé. Je pense que c'est ce qui a fait peut-être la différence. Et je dirais, à ça s'est ajouté le coffret 1000 mots d'amour qu'on a fait aussi et qui va justement dans la prochaine édition qui va sortir au mois de mai là, pour fêter nos 30 ans, qui va s'appeler 1000 mots de souvenirs, a permis de recueillir justement des mots et des témoignages, à cette fois-ci, au lieu d'être des artistes en art visuel, de personnes, des écrivains, donc qui ont permis d'identifier la Fondation sur un autre plan. Je dirais qu'en gros, c'est peut-être ce qui a le plus marqué l'identité des impatients. À ça s'ajoute, c'est sûr, des expositions qu'on a fait à travers les musées. Je pense à une exposition à la Galerie nationale à Ottawa où, pour la première fois, on accueillait justement cette proposition-là d'art des impatients dans une salle de musée, mais qui n'était pas une petite salle où on accède par la porte en arrière. Là. Je pense que c'est important de dire que la reconnaissance a été faite de façon professionnelle et sortir et le travail des impatients et les impatients d'une forme soit d'amateurisme
ou de personnes de seconde zone, ça a été un des succès, je pense, des impatients. Qui ont caractérisé justement le cheminement de votre organisme. Très bien, on va continuer cette entrevue. On va le faire encore une fois après cette pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous chez Arts et Lettres, Lorraine Palardy, membre fondateur de l'organisme Les Impatients. Intéressante entrevue sur cet organisme dévoué à tout ce qui est thérapie par l'art et tout en utilisant l'art comme médium. On parle des 30 années justement de l'existence des Impatients. Avec vous, Madame Lorraine, maintenant, qu'est-ce qui reste encore à faire ? J'imagine qu'il y a encore d'autres projets qui restent encore à faire, sans oublier aussi que les 2 dernières années, on a été en pandémie. Alors, qu'est-ce que vous projetez de faire ou que vous auriez aimé aussi entreprendre dans un proche avenir? Bon, premièrement, c'est pas moi qui vais l'entreprendre, comme je vous dis, parce que la direction maintenant est assumée par mon fils Frédéric. D'accord. Et qui a amené depuis la gestion des impatients depuis 7 ans, maintenant presque 8 ans, je dirais un développement en région vraiment de façon incroyable. Créer des partenariats avec les institutions, avec les musées, créer des partenaires pour que les impatients rayonnent partout où il y a des besoins. Je pense que c'est l'objectif qu'on avait il y a 30 ans, de façon presque utopique, parce qu'on était loin de cette réalité-là quand on était dans un sous-sol à Montréal-Est. Mais le temps a fait que la reconnaissance qu'on a maintenant, la reconnaissance autant sur le plan médical que sur le plan artistique, nous permet aux impatients, permet à Frédéric d'envisager ce développement-là qui se fait et qui permet qu'on rejoigne le plus de monde possible. Je vous dirais aussi que la différence peut-être est ce qui est un plus parce que les premières années des impatients ont été consacrées surtout pour, disons, s'occuper des personnes qui sortaient de l'institution, donc qui sortaient des hôpitaux psychiatriques, qui étaient des gens qui étaient beaucoup plus handicapés par la maladie mentale. Donc, il y avait des maladies, disons, plus incurables, si vous voulez. Mm-hmm. Et maintenant, on s'en va vers une clientèle, on veut aller, et Frédéric mène cette barque-là, je dirais, en voulant justement aller davantage vers la prévention. Donc, travailler avec des jeunes, aller aussi vers des jeunes qui ont des problèmes comme espérer développer des ateliers avec la DPJ, par exemple. Prendre le problème à la base et non le prendre quand il est déjà installé. Je pense que l'art a cette faculté-là d'accompagner les gens tout le temps de la vie. Donc, il ne faut pas négliger justement ces gens qui sont malheureusement classés comme étant des gens qui ont des problèmes de santé mentale pour la vie. Mais il faut aller vers l'avenir et justement faire de la prévention et se servir toujours du moyen de l'art qui est un moyen qui apaise, je pense, et dans les temps qui ont besoin, je pense que il n'y a pas juste les impatients, il n'y a pas juste des personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui en auraient besoin, mais toute la société a besoin de ça. Exactement. Une question d'ordre général, justement. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux revendications de notre société, de la société civile, en ce qui a trait à la santé mentale? Je pense que, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de revendications à ce niveau qui nécessitent éventuellement que le gouvernement s'engage et investisse beaucoup plus. Quelle est votre position à ce niveau? Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que là, de moi à vous, là, c'est pas évident d'avoir un recours à un psy d'ici au lendemain. D'avoir un rendez-vous, c'est quelque chose qui relèverait peut-être, je dirais, du miracle, excusez l'expression là. Mais comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, Madame Lorraine? Je pense qu'il y a un progrès énorme qui a été fait. Je dois dire, en tout cas, pour ce qui a trait des impatients, il y a un progrès énorme de reconnaissance et d'accompagnement qui a été fait. Maintenant, je pense que quand vous faites référence justement à la pénurie de psychologues, par exemple, ou de gens qui auraient accès à des soins gratuits ou à peu de frais, vous avez raison. Je pense que
La société, malheureusement, a ce grand besoin-là. Il faut dire que la maladie mentale a été longtemps parmi les maladies qui n'étaient pas nécessairement les plus criantes et qui demandaient le plus d'argent au gouvernement. Oui. Maintenant, je pense que dans tous les paliers de décision, on est de plus en plus conscient de l'urgence de mettre des fonds pour accompagner les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et c'est pour ça que des organismes comme nous, comme les impatients, c'est important parce que, et d'autres organismes aussi, parce que c'est gratuit, premièrement, et c'est un accès qui compense pour le manque d'offres ailleurs que doit vivre la société. Et avec cette pandémie, comment ça se passe? Comment vous avez géré ça en général? La pandémie a été un facteur traumatisant pour les personnes, mais je pense que une chose qu'on a constatée, c'est que, encore une fois, moi je rends beaucoup d'hommages à ces gens qui sont habitués, malheureusement, entre guillemets, à une forme d'isolement, à la souffrance. Alors, ils ont vécu ça de façon difficile parce que le peu de lieux qui avaient accès ont été fermés, comme nous, on a été obligés d'être fermés pour des raisons que vous connaissez à cause de la pandémie. On a mis en place des ateliers qui ont été mis en place en ligne, des ateliers en ligne, donc pour pallier juste au lien social. Ne serait-ce, on parle même plus d'activité. Je pense que c'était l'idée majeure, c'était de garder un lien social avec les personnes pour éviter l'isolement, pour ne pas qu'ils se sentent seuls. Alors, on l'a fait au mieux qu'on pouvait avec les moyens du bord. Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes, mais on se rend bien vite compte que depuis que les ateliers sont ouverts, on se rend compte comment c'est important ce lien-là direct avec les personnes et qu'on a beau avoir toutes les technologies du monde, ça remplace pas le lien humain, la présence humaine, l'idée de contact social. De contact social et de partager une passion. L'art, c'est un langage. Exact. Et ce langage-là, il est parlé ici aux impatients par tout le monde. Et ça, c'est un bien-être qui est vraiment précieux. Exactement, inestimable. On vous souhaite on va dire un bon trentenaire, une bonne 30 années à votre organisme. Merci d'avoir répondu. À tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Lorraine Palardier, membre fondateur de l'organisme des impatients. Merci d'avoir été avec nous, madame. Merci de votre continuelle fidélité. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi chez ICI Télévision Art et Lettres à 15h30. Au revoir.